C'était une image fugace, pas plus qu'une ombre traversant une étroite rue portugaise par une douce soirée de printemps. Un homme, vêtu de sombre, marchant rapidement avec un petit enfant dans les bras. Les pieds nus de l'enfant pendaient, sans vie, son pyjama pâle brillait faiblement sous la lumière tamisée. Pour la plupart, cela aurait pu sembler ordinaire, un père ramenant sa fille endormie au lit. Mais pour Jane Tanner, cette brève vision deviendrait le témoignage le plus controversé de l'un des mystères les plus infâmes du monde. La disparition de Madeleine McCann, âgée de 3 ans. Le 3 mai 2007, les McCann, une famille britannique en vacances à Praia da Luz, au Portugal, ont vécu une tragédie qui a résonné à travers le monde. Madeleine avait disparu de son lit dans l'appartement 5A du complexe Ocean Club. Pas d'effraction, pas de demande de rançon, pas de traces définitives. Ce qui restait, c'était la panique, la confusion et un calendrier que les enquêteurs allaient disséquer pendant des années. Et au cœur de ce calendrier fragile se tenait Jane Tanner, une vacancière ordinaire, une amie dînant avec les McCann, qui est devenue la seule personne à décrire un enlèvement en cours. Ces mots ont brossé un tableau si vivant qu'ils ont comblé le vide laissé par l'absence de preuves. Sans Tanner, l'histoire aurait pu persister comme un mystère tragique, incertaine dans sa forme et sa direction. Avec elle, la disparition s'est transformée en un récit d'enlèvement, repris en titre, amplifié lors des conférences de presse, gravé dans l'imagination publique. Mais des questions ont persisté dès le début. Pourquoi personne d'autre n'a-t-il vu l'homme qu'elle a décrit, même si d'autres se trouvaient dans la même rue au même moment? Pourquoi n'a-t-elle pas donné l'alerte immédiatement, attendant plutôt que le chaos éclate? Et pourquoi son récit semblait-il évoluer, gagnant en détails au fil des jours? Ces questions restent aussi obsédantes que la nuit elle-même. La vision de Jane Tanner fut soit un bref moment de vérité qui a défini l'histoire, soit une illusion fragile qui a induit le monde en erreur. Ce soir, nous nous plongeons dans cette nuit à Praia da Luz, retraçant les pas, les mots et les contradictions qui continuent d'assombrir la disparition de Madeleine McCann. Pour comprendre le pouvoir du témoignage de Jane Tanner, il faut revenir à cette nuit de mai 2007, à la tranquille station balnéaire de Praia da Luz, où un groupe d'amis britanniques, connu sous le nom de Tapas 7, s'était réunis pour ce qui aurait dû être un dîner de vacances ordinaire. Les McCann, Kate et Jerry, tous deux médecins originaires d'Angleterre, avaient emmené leurs 3 enfants pour ce voyage, espérant soleil, repos et temps passé avec des compagnons familiers. L'appartement 5A, leur résidence temporaire, était situé au rez-de-chaussée, à quelques pas de la piscine et du petit restaurant Tapas Bar, où les adultes planifiaient leurs soirées ensemble. C'était une routine qui mêlait confort et risque. Chaque couple mettait ses enfants au lit dans les appartements voisins, puis dînait en groupe, laissant les portes déverrouillées pour un accès facile. Pour apaiser leur conscience, ils avaient mis au point un système de rotation. Toutes les 20 à 30 minutes, un parent quittait la table, retournait discrètement à l'appartement et vérifiait silencieusement les enfants endormis. C'est ce système, censé rassurer, qui serait plus tard sévèrement examiné. Vers 19h, les McCann ont couché leurs 3 enfants. Madeleine, âgée de seulement 3 ans, portait son pyjama clair habituel, le même que celui auquel il serait fait référence plus tard dans le récit de Tanner. Vers 20h30, les adultes se sont réunis au Tapas Bar, un petit restaurant situé dans le complexe mais sans visibilité directe sur les appartements. Le chemin du retour serpentait à travers les jardins et les rues étroites. Assez de distance pour l'incertitude, assez de couverture pour le mystère. À 21h05, Jerry McCann s'est levé de table pour vérifier ses enfants. Il les a tous 3 trouvés endormis, bien qu'il ait rappelé plus tard que la porte de la chambre semblait légèrement entr'ouverte. N'y pensant guère, il a ajusté la porte, est allé aux toilettes et est ressorti. À son retour, il a rencontré un autre client, Jeremy Wilkins, qui promenait son nourrisson. Les 2 hommes sont restés dans la rue, discutant nonchalamment pendant plusieurs minutes à quelques mètres de l'appartement des McCann. Leur conversation était anodine, mais son timing s'avérerait crucial. Car tandis que Jerry et Wilkins se tenaient là, Jane Tanner a quitté le Tapas Bar pour son propre tour de vérification de ses enfants. Il était environ 21h15, et alors qu'elle marchait dans la rue, elle a jeté un coup d'œil et a vu une silhouette se déplacer rapidement, portant un petit enfant aux pieds nus en pyjama clair. Elle insisterait plus tard que cela aurait pu être Madeleine. Pourtant,
Ni Jerry ni Wilkins, debout à quelques pas de là, n'ont vu quoi que ce soit d'inhabituel. Cette contradiction, le choc entre la vision solitaire d'une femme et le silence de deux hommes, allait enflammer des années de débat. Ce fut l'étincelle qui a transformé le dîner en désastre et un enfant disparu en l'un des mystères les plus scrutés de l'ère moderne. Jane Tanner n'était ni détective, ni n'avait aucune autorité particulière cette nuit-là. C'était une mère en vacances, faisant partie du même cercle d'amis qui faisaient confiance à un fragile système de vérification pour veiller sur leurs enfants. Pourtant, à la fin de la soirée, ces mots s'élèveraient au-dessus de toutes les autres déclarations, devenant la pierre angulaire de la théorie de l'enlèvement qui a fait la une des journaux mondiaux. Selon son récit officiel, vers 21h15, alors qu'elle quittait le tapas bar pour vérifier ses deux jeunes filles, elle marchait le long de l'étroite rue adjacente à l'appartement des McCann. Là, dans la lumière déclinante, elle a dit avoir vu un homme traverser la route d'un pas rapide. Il était de corpulence moyenne, vêtu de vêtements sombres, et dans ses bras il portait un petit enfant, pieds nus et vêtu d'un pyjama de couleur pâle. Le corps de l'enfant, se souvient-elle, semblait mou, ses membres pendant lâchement comme si elle dormait. Ce n'était qu'un aperçu, quelques secondes tout au plus, mais un aperçu qui s'est gravé dans la mémoire de Tanner. Ce qui a rendu ce témoignage si puissant n'était pas sa clarté, mais son timing. Jerry McCann venait de vérifier les enfants à 21h05 et affirmait que tous étaient en sécurité. Kate McCann reviendrait à 22h pour découvrir la disparition de Madeleine. L'observation de Tanner a comblé le fossé entre ces deux certitudes, fournissant aux enquêteurs et au public un fil narratif. Madeleine vivante à 21h05, emportée à 21h15, disparue à 22h. Dans une affaire sans presque aucune preuve matérielle, pas de volet forcé, pas de serrure brisée, pas de demande de rançon, ce calendrier est devenu inestimable. Les mots de Tanner ont donné de la substance aux cris angoissés de Kate McCann. Ils l'ont emmené. Sans Tanner, ce cri aurait pu être écarté comme de la panique. Avec Tanner, il avait un compagnon visuel, l'image d'un enfant volé dans la nuit. Pour les enquêteurs en manque d'indices, pour les journalistes désireux de construire une histoire, sa déclaration était irrésistible. Et pourtant, il y avait une fragilité. Elle était la seule personne à avoir affirmé avoir vu cet enlèvement présumé. Aucun personnel du complexe, aucun voisin de passage, et même pas Jerry ou Jeremy Wilkins, qui se trouvaient à quelques mètres de là, n'ont signalé avoir vu une telle silhouette. Cette exclusivité a élevé son récit, mais l'a aussi exposé au doute. Était-elle le seul témoin à avoir aperçu la vérité, ou avait-elle mal interprété quelque chose d'ordinaire, un père ramenant son enfant du dîner? Néanmoins, son témoignage a défini la direction de l'enquête. Le récit de l'enlèvement n'est pas issu de traces physiques ou de la science forensique. Il est issu de l'observation brève et solitaire de Jane Tanner. Pendant des années, ces quelques secondes dans une rue portugaise seraient mis répétées dans les journaux, les briefings policiers et les documentaires comme si elles étaient un fait, même si leur fiabilité restait incertaine. Dès le début, des doutes ont entouré l'observation de Jane Tanner. La contradiction la plus flagrante résidait dans la présence de deux autres hommes, Jerry McCann et Jeremy Wilkins, à quelques mètres seulement de l'endroit qu'elle a décrit. Jerry avait quitté l'appartement 5A vers 21h10, rencontré Wilkins dans la rue, et les deux y sont restés plusieurs minutes. Leur champ de vision aurait dû chevaucher celui de Tanner. Pourtant, aucun d'eux ne s'est souvenu avoir vu un homme portant un enfant. Pour les enquêteurs, il ne s'agissait pas d'une divergence mineure. Elle remettait directement en question la crédibilité de ses paroles. Le comportement de Tanner ce soir-là était tout aussi troublant. Si elle avait vu quelque chose d'inhabituel, pourquoi n'a-t-elle pas donné l'alerte immédiatement? Elle était retournée au tapas bar, a vérifié ses propres enfants et n'a rien dit. Ce n'est qu'après 22 heures, lorsque Kate McCann est revenue paniquée, déclarant que Madeleine avait disparu, que Tanner a révélé son observation. Ce délai a jeté une longue ombre sur son témoignage, suggérant qu'il aurait pu être influencé par le recul plutôt que par une pure observation. Sa description a également évolué au fil du temps. Dans sa première déclaration, elle n'a offert que des détails vagues. Un homme en vêtements sombres, portant un enfant en pyjama pâle. Au fil des jours, son récit est devenu plus élaboré. Elle a parlé de la façon dont les membres de l'enfant pendaient mollement, de la coupe du pyjama,
suggérant même qu'ils ressemblaient à ceux que Madeleine portait. Pour les sceptiques, cette évolution ressemblait moins à une mémoire qui s'aiguise qu'à un récit s'alignant sur des faits déjà connus. La mémoire des témoins oculaires est notoirement fragile, et le récit de Tanner portait toutes les marques de ses limites. L'observation était fugace, faiblement éclairée et filtrée par l'état d'esprit décontracté d'une soirée de vacances. Il n'aurait pas été inhabituel de voir un parent porter un enfant somnolent à travers les allées du complexe. Pourquoi alors son observation a-t-elle pris un tel poids monumental? Parce qu'il n'y avait aucune autre preuve. Sans empreinte digitale, sans empreinte de pas, sans effraction, toute la théorie de l'enlèvement dépendait d'une seule voix. Cette dépendance rendait son témoignage à la fois puissant et précaire. Pour ses partisans, elle était la témoin oculaire cruciale, la seule personne à avoir aperçu l'agresseur. Pour ses critiques, elle était le maillon faible, une témoin peu fiable dont les mots créaient plus de questions que de réponses. En l'absence de corroboration, son histoire est devenue soit l'indice le plus important, soit la distraction la plus dangereuse. Au fil des heures et des jours, le témoignage de Jane Tanner est devenu à la fois la pièce maîtresse et le problème de l'enquête. Pour la police portugaise, appelée la Policia Judiciaria, son observation était moins une percée qu'une énigme. L'inspecteur en chef Gonçalo Amaral, qui dirigeait l'enquête initiale, était profondément sceptique. Il avait traité des crimes violents et des affaires de trafic en Algarve assez longtemps pour savoir à quel point les récits pouvaient être facilement construits pour répondre à des besoins. Pour lui, les paroles de Tanner semblaient trop opportunes, trop parfaitement chronométrées, se glissant dans l'espace entre la vérification de Jerry à 21h05 et la découverte de Kate à 22h comme un acte scénarisé. Les doutes de la PJ n'étaient guère pas seulement théoriques. Ils ont cherché des preuves physiques pour étayer l'idée d'un enlèvement à 21h15. Un volet forcé, une empreinte de pas dans le jardin, des empreintes digitales sur la fenêtre, mais n'ont rien trouvé. Les seules empreintes digitales appartenaient à Kate McCann elle-même. Aucun voisin n'a signalé un étranger s'éloignant à la hâte avec un enfant. Aucune trace de perturbation n'a été laissée. Pour Amaral et son équipe, l'absence de corroboration était accablante. Il était possible que Tanner ait mal interprété une vision inoffensive, peut-être un autre touriste portant sa propre fille. Et en effet, des mois plus tard, les enquêteurs ont identifié un vacancier britannique qui a admis avoir fait exactement cela à peu près au même moment. Pendant ce temps, de l'autre côté de la Manche, la presse britannique a embrassé le récit de Tanner avec ferveur. Les tabloïds ont affiché sa description en première page. La silhouette sombre, l'enfant aux pieds nus, le pyjama pâle. Pour eux, c'était la preuve de l'enlèvement, une image saisissante qui alimentait les titres et le récit d'un intrus sinistre. Les parents, déjà sous un examen intense, ont mis en avant l'observation de Tanner comme validation de leur affirmation que Madeleine avait été enlevée. Cela leur donnait un allié en dehors de leur propre voix, quelqu'un d'indépendant pour dire « je l'ai vu être emmené ». Cette divergence entre la suspicion policière et l'amplification médiatique a créé un gouffre dans l'affaire. Au Portugal, les détectives se sont demandé si le témoignage de Tanner était fiable du tout. En Grande-Bretagne, il est devenu l'ancrage de la compréhension publique. Le résultat fut une enquête tirée dans deux directions. L'une guidée par le scepticisme et les preuves, l'autre propulsée par le récit et l'émotion. Tanner elle-même semblait prise au milieu. Elle ne cherchait pas les feux de la rampe, ni ne les évitait entièrement. Son témoignage a été répété dans des conférences de presse, des documentaires et des reconstitutions, chaque fois traité à la fois comme un fait et une question. Pour les enquêteurs, ces mots compliquaient plus qu'ils ne clarifiaient. Pour les médias, ils étaient trop puissants pour être ignorés. Et ainsi, Jane Tanner est devenue non seulement un témoin, mais un symbole de la fragilité de la mémoire, de la fin d'histoire, et de la façon dont une seule voix peut éclipser le silence des preuves. Alors que le récit de Jane Tanner dominait les gros titres, un autre témoignage de cette même nuit racontait une histoire très différente. Vers 22h, juste au moment où Kate McCann découvrait la disparition de sa fille, Martin Smith et plusieurs membres de sa famille rentraient chez eux après une soirée. Près de l'église de Praia da Luz, ils ont eux aussi vu un homme portant un petit enfant. Les similitudes avec l'observation de Tanner étaient frappantes. L'enfant était pieds nus, vêtu de vêtements de nuit pâles
et semblait avoir environ 4 ans. Mais contrairement à Tanner, les Smith n'étaient pas seuls. Plusieurs membres de la famille ont vu la même silhouette, offrant une observation collective plutôt qu'une impression solitaire. La famille Smith a rappelé des détails qui ont donné à son récit un poids que celui de Tanner n'avait pas. Ils ont remarqué la façon maladroite dont l'homme portait l'enfant, les membres de l'enfant pendant l'hachement et la direction dans laquelle il se dirigeait. Des mois plus tard, Martin Smith a même admis que l'apparence de l'homme lui rappelait Jerry McCann lui-même, bien qu'il ne puisse être absolument certain. Cette suggestion, troublante dans ses implications, plaçait l'observation des Smiths en conflit direct avec le récit d'enlèvement promu par les McCann et soutenu par les paroles de Tanner. Pourtant, malgré sa corroboration par plusieurs témoins, le témoignage des Smiths a été largement mis de côté. Il est apparu dans des rapports, mais rarement avec la même emphase. La raison est simple, il ne correspondait pas au récit qui s'était déjà imposé. Les médias britanniques, farouchement protecteurs des McCann, se sont fortement appuyés sur le récit de Tanner, qui soutenait l'image d'un prédateur extérieur. Mettre trop fortement en lumière l'observation des Smiths aurait risqué de jeter la suspicion sur la famille. Un angle que la presse semblait peu disposée à explorer. Pour les enquêteurs, la juxtaposition de ces deux observations était troublante. D'un côté, une voix solitaire qui s'alignait commodément sur le calendrier des parents. De l'autre, la mémoire collective d'une famille qui soulevait des questions inconfortables. Pourquoi alors l'une est-elle devenue la pierre angulaire de l'affaire, tandis que l'autre a été discrètement minimisée? La réponse révèle le pouvoir du récit sur la preuve. Le témoignage de Tanner correspondait à l'histoire que le monde voulait croire. Un enfant volé par un étranger. L'observation des Smiths menaçait ce confort, suggérant quelque chose de plus sombre, quelque chose de plus proche de la maison. En fin de compte, il ne s'agissait pas seulement de ce qui avait été vu cette nuit-là, mais de la vision que le monde était prêt à accepter. Au cours des années qui ont suivi cette nuit de mai 2007, les paroles de Jane Tanner n'ont cessé de résonner. Pour certains, elle reste l'espoir fragile, la seule personne à avoir été témoin de l'enlèvement de Madeleine, l'image qui a maintenu la conviction qu'elle avait été enlevée et pourrait encore être retrouvée. Pour d'autres, son témoignage est le maillon le plus faible, un récit imparfait voire fabriqué qui a mal orienté l'enquête et a permis de transformer une tragédie en crime. Ce que l'on ne peut nier, c'est l'influence de sa déclaration. En l'absence de preuves concrètes, pas d'effraction, pas de demande de rançon, aucune trace laissée, son observation est devenue l'échafaudage sur lequel l'affaire a été construite. Elle a fourni le lien manquant entre la vérification de Jerry à 21h05 et la découverte désespérée de Kate à 22h, donnant au récit une forme et une séquence. Mais avec ce pouvoir est venu le danger. Si son témoignage était erroné, alors le monde a passé près de 2 décennies à chasser un fantôme. La leçon est dure, la mémoire est fragile, les histoires y sont malléables et le témoignage oculaire, aussi vif soit-il, ne doit jamais remplacer les preuves. Pourtant, dans l'affaire Madeleine McCann, la brève vision d'une femme est devenue plus qu'un souvenir. Elle est devenue un symbole. Un symbole du désespoir de croire à un enlèvement plutôt qu'à un accident, de la façon dont les médias s'emparent d'une image pour vendre une histoire et de la façon dont une seule voix peut faire pencher la balance entre la culpabilité et l'innocence. Aujourd'hui, l'héritage de Jane Tanner ne concerne pas seulement ce qu'elle a vu, mais ce que ses paroles ont créé. Un récit qui a divisé l'opinion publique, façonné les priorités d'enquête et défini la compréhension mondiale de l'un des mystères les plus obsédants de notre temps. Qu'elle ait aperçu la vérité ou qu'elle ait involontairement contribué à l'obscurcir, son témoignage reste le pivot sur lequel l'affaire Madeleine McCann tourne encore. Et ainsi, la question demeure sans réponse. Jane Tanner était-elle le témoin malheureux d'un crime se déroulant sous ses yeux ou la narratrice involontaire d'une histoire qui n'a jamais eu lieu? La réponse pourrait décider si le monde a cherché Madeleine toutes ces années dans la mauvaise direction.